Merci à tous d'être là. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des SPA et de pourquoi vous ne devez pas faire de SPA, comme ça a été annoncé. Non, en vrai, vous devez faire ce que vous voulez, mais on va y revenir tout au long de la présentation. Donc, c'est une vraie photo, c'était cool, c'était à la Rails World. Est-ce qu'il y avait des gens à la Rails World? Parce que je vais en parler aujourd'hui. C'est vrai? Cool. Bon, c'est peut-être croisé là-bas alors. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Guillaume Bridet. Vous me connaissez peut-être pour Stimulus Components. Alors, ouais, la couleur est pas bonne. Vous pouvez me retrouver sur Internet à peu près partout sur ce pseudo. Voilà, ça fait 10 ans, un peu plus, que je fais du Rails, globalement. Et si je suis là aujourd'hui, c'est en tant que lead dev de SpendHQ. Du coup, voilà, on a une boîte à Lyon et aux États-Unis. Et du coup, c'est cool, on fait plein de hotwire et on fait pas de SPA. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Donc, c'est cool. Avant de commencer, je vais faire plein de hot takes pendant la presse, mais comme d'habitude, c'est une rapide introduction. Le but, c'est pas d'entrer en détail de pourquoi les SPA versus Hotwire, c'est pas le but du tout. Ça va pas être si technique que ça, vous inquiétez pas, c'est plus haut niveau pour voir un peu les enjeux que peut avoir une boîte. On va essayer de parler de business et un peu de comment la tech peut avoir une influence là-dessus. Donc voilà, l'idée, c'est de rester un peu haut niveau, et du coup, c'est cool. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de silver bullet, que ce soit Hotwire ou n'importe quelle techno, il n'y a jamais la techno magique, sinon on serait tous dessus. S'il y a autant de techno et si c'est autant diversifié, c'est pas pour rien. Donc il n'y a pas une techno magique. Si quelqu'un vient vous voir en disant c'est ça qu'il faut utiliser, c'est Hotwire qu'il faut utiliser, ça va changer vos vies, c'est faux, ça dépend de votre contexte. Et du coup, c'est le plus important, connaissez votre contexte, sachez ce que vous êtes en train de construire. Si c'est Wimoms ou si c'est autre chose, très bien, mais du coup, il y a une techno par usage, c'est pas pour rien. Mais il y en a peut-être qui sont meilleurs que d'autres, ou il y en a peut-être qui ont plus buzz que d'autres, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi les SPA? On se remet en 2015 à peu près, donc les SPA commencent à vraiment avoir le boom, l'argent est gratuit, on n'oublie pas à cette période-là. L'argent est gratuit, c'est-à-dire que les VC ont beaucoup d'argent à dépenser, c'est très important ce contexte-là, mais c'est aussi une époque où on commence à être un peu lassé des applications back-end traditionnelles avec les MPA, les multi-page applications, SPA si jamais c'est single page application, on sait jamais. Donc on veut des applications de plus en plus réactives, toujours on commence à découvrir Facebook qui commence à avoir quasiment aucun rechargement de page, React commence à buzzer enfin Facebook présente React, Angular vient d'exploser aussi, donc on commence à avoir ce genre de choses. Le web commence à prendre une part très très importante dans la tech, évidemment. Donc on a de plus en plus de features à shipper, c'est le plus important. Les équipes commencent à vraiment grossir à cette époque-là. Et on commence à avoir le besoin important de réduire la complexité de nos applications. C'est le plus important, on est à cette période de fast où tout se développe très très vite. Et du coup, les SPA connaissent un énorme engouement qui ne va pas s'arrêter jusqu'à il y a, je pense, quelques mois, années maximum. Et on se retrouve avec des apps qui commencent à buzzer, c'est un peu l'époque des Uber, de l'Internet mobile, de toute cette partie-là. Donc Internet commence à vraiment prendre un essor énorme, surtout avec le mobile. Et du coup, est-ce qu'on a des problèmes de scalabilité? C'est ce qu'on va voir. Mais du coup, on commence à se poser les questions de pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Rappel un peu technique avant de rentrer dans la partie de pourquoi on fait ça, mais très rapidement, le concept même, le seul vrai concept important qu'on voit dans les Quick Introduction ou les Getting Started de la plupart des frameworks, c'est que le rendu est côté client, c'est le plus important, c'est la base, c'est ce qu'on nous vend en général en disant enlevez tout le load qu'il y a sur votre serveur, mettez tout côté client, vous n'aurez plus aucun problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en gros, on change un peu de paradigme. L'idée, c'est de récupérer des datas en JSON et de plus avoir à manipuler des gros blocs d'HTML qu'on va envoyer aux clients. Le but, c'est d'avoir une API qui, on l'espère, un jour va pouvoir être utilisée par peut-être d'autres services, pouvoir créer des intégrations et tout. Donc c'est cool. Mais voilà, l'idée fondamentale des frameworks de Angular 1 à React, je sais plus combien, 19, je crois, 20 aujourd'hui, c'est que le DOM match les datas et plus l'inverse, ou pas l'inverse du coup. C'est-à-dire que je vous donne un tableau, le framework, l'outil se démerde pour que ça apparaisse tel qu'il est censé apparaître dans le DOM. Donc ça a été l'histoire de base, la vente de base qu'on voit dans tous les Getting Started, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si vous êtes familier avec React, mais en gros, si je retrouve ma souris, je tape dans une API, quelle qu'elle soit, j'ai du JSON, je set mes items, et je ne veux pas savoir comment tu vas créer les éléments dans le DOM, c'est pas mon problème, plus mon problème, ça peut l'être, mais ça l'est pas. Donc je veux que tu fasses un UL avec des lits, ok, tu te débrouilles pour le faire. Ça, c'est le paradigme de base. Donc jusque-là, normalement, c'est censé être, j'imagine quand c'est un peu acquis pour tout le monde, mais quand j'ai fait la presse, c'était moins le cas. Donc on a changé énormément de paradigme, on est passé de manipuler du DOM avec du jQuery pour beaucoup d'applications, à des data avec du React. Donc trop bien, on n'est plus à faire des query selector à la main, on se dit voilà mon tableau, si j'enlève un élément, tu te débrouilles pour faire en sorte que mon DOM se mette à jour.
et pouf, magie, j'ai une application qui est ultra réactive. Donc sur le papier, on est content. On est même trop content. On se dit, bah trop cool, ça va être beaucoup plus simple, j'ai plus qu'à jouer avec mes datas. Mes datas viennent de l'API, c'est ma source de vérité, ça va être ma base de données et mes datas qui transfèrent via l'API. J'ai juste à les fetch et mon interface se met à jour. La vie est trop belle. Mais ça, je pense en tout cas que c'est surtout vrai en théorie. Et on se retrouve avec encore une fois des paradigmes de se dire, ok, comment je vais découper mon application? Est-ce que quand je change ce petit bout de bloc là-bas de ma page, j'ai pas envie que ça aille casser le bloc de mon copain, de mon coéquipier, de mon collègue à côté? C'est de se dire, bah ok, moi ce que je suis en train de faire, c'est ça, c'est que ça, je vais aller récupérer par exemple des commentaires, je veux pas que ça casse, je sais pas, l'affichage des posts à gauche à droite. Donc ça a été le concept, c'est le concept de base. Et en théorie, bah, c'est grave cool. C'est même ce qu'on nous vend sur les pages d'accueil de Next, React, peu importe, tous les outils qui existent. Donc ça, c'est cool, je pense en théorie, parce qu'on nous vend un peu, c'est un peu le chapeau de paille qu'on peut voir. Donc voilà. Pareil, historiquement, comment marche le cycle de vie d'une application classique? Le navigateur appelle un routeur, un endpoint quel qu'il soit, ça tape dans un contrôleur pour les frameworks MVC classiques, le modèle récupère des données, on génère une vue entière, en général, dans 80% des cas, on génère la vue avec le layout tout, on renvoie ça au navigateur, à chaque clic, il y a un rechargement de page, tout le monde est heureux, on est bien. Donc c'était très simple, un humain tout seul pouvait à peu près comprendre le cycle de vie entière d'une application, et on pouvait créer des applications, toutes les applications que vous connaissez traditionnelles, même encore aujourd'hui, sont basées sur ce fonctionnement-là, ou presque. Et avec l'arrivée des SPA, on a rajouté cette complexité, donc je ne sais pas si vous voyez tous au fond à peu près, mais on a quasiment dupliqué la quantité de concepts, de notions qu'on avait en tête. C'est-à-dire qu'on est toujours dans notre navigateur, mais par exemple, si on a une SPA traditionnelle, on va être quasiment obligé, presque obligé, d'avoir un JS runtime pour le premier chargement de la page. Donc bah déjà, ça rajoute une couche. Peut-être que votre application entière en back est faite en JS, peut-être, mais si vous voulez utiliser une autre techno, comme du Python, je sais pas, du Ruby, n'importe quoi, vous serez obligé d'avoir un runtime JS, quoi qu'il arrive, pour générer du React côté serveur, pour le premier chargement de la page. Et là, vous vous retrouvez avec toute la stack que vous voyez au début, avec un contrôleur qui va appeler de serveur à serveur votre API, si c'est deux applications différentes. Vous vous retrouvez avec tout le cycle qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, une fois que la page est chargée, vous allez faire exactement la même chose côté client. C'est-à-dire que vous allez avoir un routeur, quel qu'il soit, vous allez avoir une state machine, quelle qu'elle soit, qui est un peu le réplica de votre base de données. Et là, vous allez devoir appeler un deuxième routeur qui va appeler, encore une fois, votre contrôleur. Et au lieu de render du HTML, il va render du JSON. Mais déjà, mentalement, avant même qu'on rentre dans la complexité cachée, déjà, on peut sentir que, ok, c'est cool, mon DOM se met à jour tout seul, mais est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que ça, c'est indiqué dans les Getting Started de tous les frameworks? Pas tant. Et traditionnellement, surtout maintenant, on est de plus en plus spécialisé. C'est rare que la même personne fasse les deux côtés. Il y a souvent un ingénieur côté front, un ingénieur côté back. En tout cas, quand l'argent était gratuit il y a quelques mois, années encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête c'est complexe, c'est même très complexe cette architecture, avant même qu'on rentre dans le sujet de pourquoi. Comme je disais, c'est la première chose qu'on remarque, c'est la duplication de logique métier. Pourquoi? Parce que votre routeur, il est à deux endroits différents. Vous allez, quoi qu'il arrive, avoir besoin d'un endpoint côté back. Vous avez la même chose côté front pour que quand vous fassiez, je sais pas, /post, /3, il se passe quelque chose, même s'il est simulé côté navigateur. Vous allez avoir potentiellement des problèmes de performance, c'est que vous remplacez chaque appel à un service, par exemple, à une classe, à un helper, à ce que vous voulez. Vous allez le remplacer par, très probablement, un appel réseau. Donc, est-ce que vous êtes capable de mesurer ou d'avoir un certain contrôle sur cette latence réseau, potentiellement? Je ne sais pas, à vous de voir, et de toute façon, vous allez avoir un problème sur le premier chargement de la page, donc c'est important à prendre en compte. La complexité de la toolchain, au global, va exploser, très probablement. C'est-à-dire que vous allez devoir, ou presque, nécessairement faire du bundle splitting, j'arrive pas à parler. Vous allez devoir faire du pré-rendering, comme on l'a vu, vous allez quasiment devoir utiliser des modules bundlers comme Webpack, Vite, peu importe. Bon, maintenant, ça c'est bien simplifié, mais quand même, c'est quelque chose à prendre en compte. La toolchain, c'est une blague récurrente que d'ailleurs on a vu à la Rails World, c'est dès que je laisse mon application plus d'un mois sans m'en occuper, je suis incapable de la relancer sans qu'il y ait une chier d'erreur. Et vous allez devoir, c'est une obligation, contrairement à une application MPA classique, devoir vous mettre d'accord avec vos ingénieurs, avec le public, avec ceux qui vont utiliser vos API, pour savoir comment vous allez communiquer entre quel est le contrat que vous allez donner entre les données que vous avez et celles que vous voulez afficher. C'est obligatoire, c'est pas une option comme on a dans une MPA classique. Vous êtes obligé de vous mettre d'accord sur une documentation, sur où est-ce qu'elle est, qui la maintient, qui la met à jour. Est-ce qu'on met un manager entre les deux équipes pour que elles se parlent et que
eh ben tiens, il me manque ce champ à cet endroit-là, est-ce que tu peux me le rajouter? Ok, mais quand? C'est pas dans mon sprint. Bon, il y a des choses qui se passent et on commence à mettre le doigt sur un problème majeur qui est le problème d'organisation. C'est-à-dire que dans un modèle de SPA classique, si vous n'avez pas une armée d'ingénieurs, bah, c'est plus des problèmes d'organisation potentiellement qu'autre chose. Et c'est ça le plus important, je pense, ça va être un peu la conclusion, vous verrez tout à l'heure. C'est avant tout un problème d'organisation, potentiellement plus qu'un problème technique. Et vous vous retrouvez avec une tonne de JS, avec tous les problèmes que ça pose potentiellement, et bah, voilà, par exemple, Next met en place de plus en plus les use servers pour pouvoir limiter le fait de dupliquer ces choses. Et la plupart des innovations qu'on a ces dernières années, des frameworks front, c'est justement de tout rapatrier côté back pour limiter tous les problèmes qu'ils ont créés depuis 2015 environ. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous à peu près les mêmes problèmes, quelle que soit la taille de la boîte, qu'on soit 1 ou 1000 comme chez Shopify. À la RailsConf, peut-être que tu l'as vu aussi, par exemple Robbie Russell, que vous connaissez peut-être parce que c'est le créateur de Oh My ZSH, il est d'abord consultant Rails avant tout. Tout son talk était sur, bah, en fait, lui, il intervient dans des boîtes de tailles différentes, et en fait, tout le monde a le même problème. Tout le monde se pose tout le temps la question de comment simplifier l'unstack, comment simplifier l'architecture, comment simplifier tout globalement, comment faire en sorte que les gens puissent se parler et que l'application puisse scaler de manière à peu près normale. Et voilà. Et en fait, c'est un peu rigolo, et j'y viendrai après, sur que vous soyez 2 ou 1000, littéralement 1000 comme chez Shopify, on a tous les mêmes problèmes. Eileen, on a aussi parlé, pareil, Shopify, même problème que nous, hein, pressure tout cheap, et on a de la dette, comment faire pour ne plus avoir à se dire, ok, mon dev front est bloqué parce qu'il n'y a pas ça dans l'API, et mon dev back, lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, mais l'API est trop surchargée, par exemple, comment on fait? Et ce qui est marrant, je ne sais pas si vous en avez rendu compte, mais si vous parlez avec des gens depuis au moins 10 ans, vous vous rendez compte que, pour beaucoup, c'est un peu devenu le choix par défaut de faire des SPA. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi on fait des SPA et pourquoi maintenant, quand vous recrutez quelqu'un, il dit faut mettre du React? C'était quoi le but original de faire ça? Est-ce que c'était pour éviter des page reload? Est-ce que quand votre application, vous la pitchez à votre VC préféré, vous vous dites, regardez, c'est smooth, quand je clique, c'est smooth, je ne sais pas comment dire autrement. Non, c'est cool, c'est-à-dire que j'ai pas de rechargement de passe, ça paraît pas lent, on dirait pas que c'est un gros bateau qu'on va devoir bouger. Donc, est-ce que c'était pour ça? Est-ce que c'était pour ajouter des micro-interactions? Par exemple, on a tous, la première fois, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, vu arriver le chat de Facebook en bas à droite de l'écran et se dire « Putain, c'est cool, je peux continuer à naviguer sur Facebook sans perdre mes petits chats. » Quand je clique sur like sur LinkedIn, ça ne recharge pas tout. On a connu une époque où c'était le cas sur Reddit, par exemple. Quand je change les filtres d'un dashboard, mes dashboards se mettent à jour, mais il n'y a pas tout qui se recrée et du coup, c'est la folie. Ok, peut-être. Est-ce que vous avez besoin, comme je viens de dire, de remettre à jour des parties dynamiquement de la page, ou est-ce que c'était pour des problèmes de scalabilité? Bon, on verra peut-être plus tard que c'est pas franchement le cas, je pense, en tout cas pour personne ici, et vous verrez pourquoi je fais cette hot take. Et peut-être, pour certains, on a un problème, les développeurs, c'est qu'on aime bien découper tous les problèmes en morceaux. Quand on a un gros problème, on se dit, c'est trop dur, je comprends plus rien, ma charge mentale est beaucoup trop grosse pour comprendre le problème du début à la fin, je vais le découper. Je vais faire plein de petites parties, ça sera plus simple à régler. C'est le premier réflexe qu'on a, mais est-ce que c'est vraiment un problème? À voir. Et je disais qu'on n'a pas de problème de scalabilité parce que j'ai fait une petite app. Alors, elle est en React et pas en Autohire, mais si vous n'êtes pas Shopify, pourquoi? Parce que j'entends souvent des problèmes, des gens qui pitchent leur boîte, qui pitchent n'importe quel projet, qui pitchent l'explication de pourquoi ils veulent mettre en place certaines ou certaines technos, avec l'argument magique de on scale. Mais c'est-à-dire quoi on scale? C'est t'as 10 requêtes par seconde, ok, t'en as 1000, t'en as 10 000, mais beaucoup se rendent pas compte de ce que c'est. Déjà, si vous avez 10 requêtes par seconde, alors on dirait pas, mais c'est beaucoup 10 requêtes par seconde. D'average sur la journée, c'est énorme. L'immense majorité des apps qui existent n'auront jamais 10 requêtes par seconde. Et en fait, c'est un problème de riche qui n'existe pas. Hein. La plus grosse boîte que je connais en France, Penny Lane, peut-être qu'il y en a ici, j'en parlais avec Quentin l'autre jour, ils ont 1000 requêtes par seconde, ils l'ont éteint il y a récemment, ils ont des problèmes de riches. C'est des problèmes que vous n'aurez probablement jamais. Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que 1000 requêtes par seconde, c'est 2 milliards de requêtes par mois de moyenne, ça n'existe pas. Même si vous êtes une énorme boîte, c'est des problèmes qui n'existent pas. Et on n'oublie pas que les boîtes qui ont créé ces frameworks front, pour l'immense majorité, sont des énormes boîtes. Qui a les problèmes de Facebook? Personne. Qui a les problèmes de Shopify? Personne non plus. Ça n'existe pas. Bon, le cœur du sujet, maintenant qu'on a dit tout ça, c'était juste pour remettre un peu de contexte. Voilà
comme Hotwire. Pourquoi Hotwire existe tout simplement? Quelle est la raison d'Hotwire? Et peut-être que vous avez juste besoin d'Hotwire et d'une super librairie, Stimulus Components. On atteint doucement les 7 millions de téléchargements par an. N'hésitez pas à essayer, ça me ferait plaisir. Mais du coup, le concept de base, c'est quoi? On garde à peu près les concepts des SPA, les trucs cool que les SPA nous ont amenés, avec cette notion de composants, mais on garde tout ce qu'on aime bien. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est render du HTML comme des bourrins. Comme ça, on est heureux, on n'a aucune conception à avoir dans nos têtes, on renvoie la réponse en entière, on est content. Mais on va quand même découper la page, parce qu'on a besoin de ces micro-interactions. On a besoin de faire un like comme sur LinkedIn et de se dire, bah ok, j'ai pas envie que ça recharge toute ma page. J'ai besoin de faire un filtre de dashboard, par exemple, sans que ça recharge toute ma page. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va découper, au lieu que ça soit des composants, ça va être des turboframes. Le concept, il est très très simple, c'est que dès qu'il se passe quelque chose dans ma turboframe, turbo, Hotwire, va catcher cet événement-là, que ce soit un clic, une soumission de formulaire, n'importe quoi, ça va le catcher, ça va l'envoyer en Ajax. Et après, bah, on ne sait pas ce qui se passe côté back, mais ça nous importe guère. Un exemple de code, ce sera peut-être plus parlant. Là, c'est une application en back, RB, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai juste entouré des petits filtres d'une turboframe. Je lui ai donné un ID unique sur la page. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, si je trouve ma souris, si par exemple je vais sur cette app-là, vous voyez qu'elle est en prod, tout va bien. Vous voyez que quand je passe ma souris là-dessus, quand je clique, j'ai pas de rechargement de page. Tout ça là, c'est dans une turboframe, c'est envoyé côté back, c'est rechargé et tout le monde est content. Donc en fait, tout ça, tout l'ensemble des composants de la page qui sont dynamiques sont des turboframes. Et bah, du coup, on est plutôt content. Et je ne sais pas si quelqu'un a Internet, mais s'il peut aller sur cette URL rapidement et cliquer sur le trou de LOL, bah, normalement, on verra à la volée, ça c'est la petite subtilité d'Hotwire, on verra que tout est connecté avec Action Cable. Et du coup, on peut voir un rechargement de page dynamique à la volée. Alors, je suis peut-être dans Completed, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe ou pas? Voilà. Donc là, vous voyez que bah, en live, j'ai rien eu à faire. C'est out of the box, c'est Rails avec Hotwire et Action Cable en particulier qui fonctionne. Si vous pouvez arrêter de casser l'application. C'est Rails qui vient avec Action Cable et du coup, tout marche bien dans le meilleur des mondes et bah, c'est cool. Et en fait, j'ai pas de rechargement de page. On rappelle, c'était un peu notre problématique de base de je veux que ça semble smooth. Et pareil pour tout en fait. Là, si je veux trier à la volée, tout, je pourrais vous le montrer dans la console, mais si vous voulez aller voir sur vos ordi, tout, l'ensemble du DOM est rechargé, mais Hotwire extrait la turboframe et la remplace. Il faut que je me dépêche un peu, mais d'ailleurs, oui, pardon, juste, je l'avais fait en local. Exemple de la vraie vie, ou si vous ne me croyez pas, je recharge. Vous voyez que là, j'ai un timestamp qui est le même. Et par contre, quand je clique, bah, vous voyez que ça, c'est pas dans une turboframe, ça l'est. Et vous voyez qu'il n'y a qu'une partie de la page qui est mise à jour à la volée. Donc j'ai pas menti, c'est en live. Cool. On enchaîne. Un autre exemple qu'on peut faire, c'est l'exemple qu'on nous dit, ouais, mais par exemple, je dois charger des commentaires comme sur Reddit à la volée, des likes, ce que vous voulez. Et bien très bien, vous pouvez mettre une SRC sur votre turboframe. Dès que la turboframe devient visible avec l'attribut loading, ok, ça va aller charger ce bout de JS qui va être render côté back, ça va le renvoyer dans la vue. Et du coup, si on regarde, bah là, dès que je clique sur un onglet, par exemple, ça va charger mes comments. Et dès que c'est mouliné, bah, ça va remplacer cette turboframe par le HTML que le serveur m'a renvoyé. Trop bien. Donc le concept de base, c'est que vous avez besoin d'update seulement ce dont vous avez besoin, exactement comme les composants. Vous n'avez pas besoin de JavaScript, en tout cas, vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est le plus important. C'est globalement instantané, ça ne sera pas beaucoup plus lent, enfin, ça ne sera pas plus lent que si vous choisissez ce que vous allez render, ça ne sera pas plus lent qu'un appel Ajax classique que vous allez, quoi qu'il arrive, devoir faire avec une SPA. Tout se passe côté back. Si je désactive le JavaScript ou si j'ai pas de dev front ou si j'ai pas de manager entre le dev front et le dev back, tout se passe quoi qu'il arrive côté serveur. Ça dépend pas de Rails. Vous pouvez utiliser ça avec Laravel. J'ai fait un exemple sur mon GitHub si vous voulez. Donc voilà, c'est toujours cool à savoir. Et surtout, si vous avez déjà une app en prod aujourd'hui, vous pouvez juste installer Turbo, désactiver la partie classique de Turbo et utiliser juste les turboframes parce que comme ça, bah, vous pouvez faire par exemple des commentaires à la volée. Ce qu'on a fait chez SpendHQ, sur les pages, tous les onglets là sont devenus des turboframes avec l'attribut loading. Et ben on a gagné à peu près 60% de temps de chargement par page parce que tout devient instantané et tout devient lazy loadé. C'est plug and play, on s'en fiche. Si vous ne croyez pas que c'est cool, un dernier exemple rapidement, parce que là vous pouvez vous dire oui c'est juste pour charger des commentaires, c'est pas fou. Symfony UX qui est une... Voilà, la communauté Symfony est hyper active sur Hotwire. Donc là, c'est tout en back, c'est en live, c'est en prod. Vous voyez que je peux choisir des produits. C'est pas facile là, choisir la quantité. Donc là, tout ça, c'est des turboframes. Ça va mettre à jour
le prix, ça va mettre à jour le total. Et pareil, en SPA, vous ne pouvez pas faire ça nativement, vous serez obligé de faire des appels au back quoi qu'il arrive, parce qu'imaginez que j'ai des coupons, imaginez que j'ai le calcul de la TVA, imaginez que j'ai tout un tas de calculs. Quoi qu'il arrive, le calcul d'un carte ne pourra jamais se faire que côté front. Vous serez quoi qu'il arrive toujours dépendant du back. Donc en fait, bah, là, je peux faire mes trucs. Hein, un autre exemple pour la forme. Voilà, ça se met à jour, on est content. Et là, à chaque fois, bah, y a un appel qui est fait au back et tout est revendeur, l'ensemble du carte et du panier est revendeur. Mais côté back, bah, ils ont eu zéro intelligence là-dessus. Là, normalement, dans la salle, vous devriez être comme ça, grosse maille. J'en vois pas tous comme ça, mais bon, c'est cool. Non, en vrai, c'est cool. Rapidement, alors c'est plus trop récent, mais la presse n'est pas toute jeune. Les nouveautés de Turbo 8. Alors, est-ce que des gens ont mis. En fait, j'ai pas posé la question, mais est-ce que des gens ont déjà essayé Hotwire et Turbo? Ouais, bah. Ok, donc la plupart. Est-ce que vous connaissez Turbo 8? Sinon, je passe vite. Grosse maille? Ouais, grosse maille. La plus grosse et la vraie grosse nouveauté, je pense, c'est le morphing. C'est-à-dire qu'avant, tout ce que je viens de dire avec les turboframes, c'était un peu à la charge du développeur de dire c'est tel turboframe que je veux mettre à jour. Il faut faire gaffe, justement, l'ID de chaque turboframe. Il faut peut-être faire des turbostreams pour ceux qui ont le mot en tête. Avec le morphing, vous renvoyez tout le DOM. Ok, c'est peut-être moins performant, c'est peut-être moins optimisé, mais c'est tellement plus simple. Vous envoyez tout le DOM. Et le morphing va comparer ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Il remplace que ce dont il a besoin. Et votre page, globalement, bah, elle a encore plus cette sensation d'être dynamique. Bien sûr, pour que ça marche, il faut garder le scroll position, donc c'est pris en compte. Le broadcast, c'est ce qu'on a vu avec les gens qui ont changé le statut de LE. Il faudra le remettre le LE à false, par contre, du coup. Et InstaClick, ça c'est un peu rigolo, mais rapidement, c'est pour mettre en cache dès que vous survolez un lien. Ça va mettre en cache dans Turbo, donc côté local, côté navigateur, la page, pour que quand vous cliquez, bah, ça soit plus rapide que le réflexe humain de cliquer, donc toutes les pages paraissent instantanées encore plus. C'est hyper simple à mettre en place, vous mettez ça dans vos headers, la vie est belle, et Turbo s'occupe de tout. La comparaison, c'est qu'avant, sur TurboSets, du coup, on avait la développeur happiness et la responsiveness. Quand on voulait être très précis, on se retrouvait un peu avec les problématiques de, justement, Rails UJS, pour ceux qui ont connu. Donc, on devait granulairement, méthodiquement, dire c'est ça que je veux mettre à jour, c'est ça que je veux mettre à jour. Là, je veux update le count quand je change, par exemple, l'état de toggle des completed, par exemple, et ce genre de choses. Ensuite, c'est un peu moins pratique, mais on a des turboframes. Et surtout, bah là c'était très peu responsive. On mettait à jour entièrement le DOM, on perdait ce que l'utilisateur avait mis quelque part si besoin. Mais bah, pour nous, en tant que développeur, on n'avait rien à faire, on remplaçait le DOM et la vie était belle. Mais parfois, ça ne suffit pas. Et l'avantage du morphing, c'est qu'on se retrouve un peu dans cette configuration. Et ben, vous voyez qu'avec le morphing, j'ai toujours, quoi qu'il arrive, tout à renvoyer au front, sans me préoccuper de qu'est-ce que je fais granulairement. Et on arrive quasiment à la responsiveness de ce qu'on peut avoir avec une turboframe. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. La conclusion, pas conclusion, mais ce que je voudrais dire et ce que je dis tout le temps, surtout aux plus juniors, c'est ne vous embêtez pas à réinventer la roue. On a bien assez de problèmes, mais par exemple, la plupart des technologies qui ont émergé après l'arrivée d'SPA, pour la plupart, ne sont là que pour compenser les lacunes ou les problèmes que les SPA ont rajoutés elles-mêmes. GraphQL n'existait pas avant, sa seule raison d'existence, c'est de justement les fronts galéraient à communiquer avec le back, avec ses problèmes d'organisation, c'est donnez-moi accès à tout et c'est moi qui me débrouille pour créer la réponse que je veux. Bon, bah, cette technologie-là est un cauchemar pour les développeurs back, je pense en tout cas, mais bon, elle existe que pour ça. Pareil pour le React SSR, c'est pour régler les problèmes de SEO, les problèmes de performance de la première page, on l'a vu tout à l'heure. On a dû, les frameworks front ont dû réécrire l'entièreté des, ne peuvent plus, rely, je sais pas comment on dit, sur le navigateur. Ils ont dû réécrire fetch, ils ont dû réécrire les links, les routeurs. Il n'y a plus rien de natif ou presque dans une application SPA classique. Vous allez devoir utiliser un state manager. Donc pareil, c'est une charge cognitive qui est assez importante et qui en plus est dupliquée avec la base de données. Il y a une chier, je ne sais pas comment on dit, de librairies qui ont émergé. Donc React Query qui nous promet monts et merveilles, mais qui en fait, pareil, répond à un problème le problème vient de la SPA. Cette application n'existe, cette librairie, pardon, existe que parce que c'est compliqué. Et quoi qu'il arrive, même si vous arrivez à la fin à faire votre application parfaite, que vous avez une machine de guerre de dev front, quoi qu'il arrive, vous allez devoir un jour ou l'autre faire une application back parce que votre logique, elle persiste là-bas. Donc même si vous faites tout très bien, à la perfection, eh ben, vous aurez que la moitié de votre application et du coup, bah, c'est pas cool. Autre chose, tout le monde s'en fout, je sais pas comment le dire, la plupart des humains normaux, des VC,
de vos parents, de vos amis, des jeunes, de n'importe qui, tout le monde s'en fiche en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des sessions d'UX, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Nous, on est des techos, du coup, on se rend compte que la page, elle recharge, on se rend compte de ces petites subtilités. Ça nous frustre que la page soit un peu plus longue ou que ça se recharge à tel moment. L'immense majorité des gens s'en fichent. Et en fait, même vous, est-ce que quand vous allez sur American Airlines, ça vous choque que quand vous achetiez un billet, il y a un rechargement de page à un moment? En vrai, c'est fine, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est surtout assez rapide pour que ça marche? Est-ce que le niveau d'interactivité de la plupart des applications nécessite autant d'interactivité? Est-ce que vous êtes en train de construire un Notion, un Trello, vous avez d'autres exemples, un Gmail, ce genre de choses? Bah en fait, non, c'est très peu probable. Très très peu probable. Et surtout, le plus important, statistiquement, si vous montez une boîte, il y a 9 chances sur 10 qu'elle va mourir dans les 2 prochaines années. C'est pas ma faute, mais en fait, votre boîte va mourir. Votre projet va mourir, désolé. C'est quasiment sûr. Mais en fait, concentrez-vous sur l'essentiel. Est-ce que vous allez créer de l'argent, créer de la valeur pour vos utilisateurs, pouvoir lever de l'argent, pouvoir surtout rembourser l'argent que vous avez levé à un moment ou l'autre, en ayant une interaction parce que vous avez évité un chargement de page à un moment, ou parce que là, vous pouvez faire un drag and drop un peu plus joli que ce que je vous ai montré avec Modern Data Table. C'est pas sûr. Le plus important, le nerf de la guerre, c'est comment créer de l'argent, parce qu'on est là pour ça, sauf si c'est un projet, un side project, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de problème pour personne. Et concentrez-vous sur ce que vos utilisateurs ont besoin. Allez parler aux utilisateurs, demandez-leur, est-ce que là, ça te gêne qu'il y ait un rechargement de page? Est-ce que vraiment, tu l'as même remarqué? Si ton application, elle est instantanée, en vrai, dans l'immense majorité des cas, tout le monde s'en fout. Et surtout, bah, vous aussi, vous n'avez pas loué un chalet Airbnb près d'un lac parce qu'il y a eu un rechargement de page à un moment, ou parce qu'à un moment, le panier s'est pas mis à jour correctement. Tout le monde s'en fout, en fait. Le plus important, je pense que le nerf de la guerre pour l'immense majorité des applications, de Shopify à l'application qui vient d'être créée en solopreneur, c'est que votre application soit rapide et surtout répondre à un besoin. Tout le monde s'en fout. Et surtout, ma conclusion, ça arrive bientôt, le backend, c'est chiant. C'est chiant parce que ça fait depuis 2004-2005 que Rails existe. C'est un problème résolu, en fait. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous avez la solution. Il y a déjà tout l'ORM qui est créé, tout le routeur, toutes les librairies dont vous avez besoin pour faire une app de A à Z existent déjà. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et je pense que c'est un vrai problème de dev. On a la peur du CV, c'est-à-dire que est-ce que si je suis un dev Rails, il n'y a pas écrit dans mon CV React ou Vue.js, est-ce que je vais être encore employable dans 2 ans, 3 ans? Je pense que c'est surtout un problème de hype qu'on a tous rencontré, c'est de se dire est-ce que je suis encore à jour? Est-ce que je ne suis pas outdated? Mais en fait, le problème, la raison pour laquelle on vous paye en tant que développeur, c'est de répondre à un besoin business, sinon c'est juste du fun, vous faites ça dans une cave et c'est cool. Mais du coup, le problème, c'est comment générer de l'argent, et si vous générez de l'argent, quelle que soit la techno, c'est cool. Et surtout, et c'est ce que je dis tout le temps à ceux qui pitchent une boîte ou à ceux qui essayent de faire ce genre de choses, c'est est-ce que ce que tu me proposes avec une SPA et la complexité que ça apporte potentiellement est vraiment 10 fois meilleur que ce que j'ai avec une MPA, avec un Laravel tout bateau, tout boring? C'est quand même peu probable. Et la conclusion qu'a eu Eileen et du coup tous ces gens-là et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que c'est surtout un problème humain, un problème des devs parce qu'on aime bien les challenges techniques, on n'aime pas quand c'est juste smooth, ça nous ennuie. Et je pense que c'est un problème d'humain, d'organisation, on a besoin d'embaucher, on a besoin de montrer qu'on embauche, on a besoin de se développer, du coup on embauche plein de gens, les gens veulent faire du React, du Vue, du Front, du tout ce que vous voulez, mais c'est rare des gens qui disent je veux absolument faire du Rails là pour les 20 prochaines années. Et on se retrouve avec des problèmes de mettre des managers au milieu, je me répète, mais vous l'avez compris. Donc du coup, je pense que c'est un problème humain. Shopify revient, c'est ce que disait à la RailsConf quand il y aura le replay, Railsworld, pardon. Shopify a arrêté de faire leur tentative de passer sur des microservices en forme de monolithe, parce qu'en fait, ça ne marche pas non plus, et pourtant, ils sont 1000 ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils sont 1000 comme nous, là, à faire du Rails bateau, classique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et c'est une planche à billets, donc peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Et je pense qu'on n'a pas ce genre de problème. Mais ma conclusion pas trop hâtive, c'est que les SPA, ça reste cool. Est-ce que Notion pourrait exister sans ça? Absolument pas. Est-ce que Trello? Enfin, pas absolument pas, mais ce serait très très complexe. On a eu des apps incroyables ces dernières années grâce à ces technologies-là. Si vous, votre besoin et votre business a besoin de ça, foncez. C'est des technos qui sont aujourd'hui, je pense, éprouvés pour la plupart, qui marchent excessivement bien, qui sont excessivement fiables, et les problèmes dont je parle arrivent quand même à un certain niveau de scalabilité, donc c'est pas très important. Encore une fois, je ne vous dirai pas ça ou ça, c'est pas bien. Je ne connais pas votre contexte, je ne connais pas votre budget, je ne connais pas vos délais, je ne connais rien de vos problématiques, donc ça dépend exclusivement de ce que vous avez besoin de faire. Et du coup, concentrez-vous sur l'essentiel. Construire un software, c'est peut-être l'une des choses les plus dures, souvent sous-estimées.
on a déjà bien assez de problèmes autour de notre business pour se créer des problèmes techniques, et concentrons-nous sur ce qui marche vraiment. Et voilà, je pense que Rails et toutes ces technos-là qui sont très ennuyantes marchent excessivement bien. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Les slides sont là, n'hésitez pas à les voir, et si vous avez des questions, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on a le temps, mais je pense qu'on peut en faire. Du coup, c'est quoi le moment, ton aha moment sur SPA versus Hotwire? C'est quand que tu t'es dit waouh? Là, au moment, en fait, j'ai fait du Vue à fond, en parallèle de Rails pendant 4 ans environ. En étant contributeur, c'était surtout Vue 2, mais peu importe. Et en fait, à chaque fois, j'avais cette frustration de je rate un truc. Il y a un truc que je comprends pas. Tout le monde me dit que c'est bien, tout le monde me dit que c'est parfait, mais je comprends pas. Genre, soit je suis mauvais, peut-être, très probablement, mais il y a un truc que je comprends pas. Il y a cet effet waouh. J'en parlais avec des plus juniors, des gens qui arrivaient sur le marché ou même des expérimentaux. T'as pas compris encore pourquoi c'est incroyable. J'étais en mode, bah ouais, mais à chaque fois que j'essaie de faire un truc, j'ai la même chose en Rails en plus simple. C'est-à-dire que je dois installer des tonnes de packages de librairies pour faire un parameterize, par exemple. Bah, laissez-moi tranquille, laissez-moi mon parameterize là où il est. Et surtout, on s'est retrouvé dans une problématique où on n'avait pas la possibilité de rajouter 14 devs dans l'équipe à ce moment-là dans mon ancienne boîte. Et on était en mode, bah en fait, t'en es où de ta feature, t'en es où de la partie back-end? Ouais, mais attends, moi j'ai pas fini parce que j'étais sur autre chose. Et à chaque fois, il y avait cette frustration. Donc, on avait la chance de pouvoir être full stack et de pouvoir faire les deux. J'étais en mode, j'ai l'impression de tout recoder en fait. C'est-à-dire que j'avais mon routeur d'un côté, j'étais en mode, bon bah allez, ce matin j'ai fait ça, cet après-midi je fais la même chose côté front. Et je viens de la génération de Turbolinks, pour ceux qui ont connu. J'étais en mode, bah en fait c'était bien quand même Turbolinks, donc Turbo est juste la suite. C'était quand même bien Turbolinks et Rails.js, ok, il y avait des problèmes avec le jQuery, ok, il y avait des problèmes avec plein de trucs, mais en vrai ça marchait bien pour ce que j'avais besoin. Et c'est un peu cet effet waouh de quand, à l'époque, Hotwire s'appelait The New Magic, pour ceux qui ont connu. Et j'étais en mode, bah ouais, en fait. Genre, alors oui, l'onboarding est chiant, très honnêtement, mais j'étais en mode, bah en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. J'aime bien cette approche. Et j'ai jamais eu l'effet, j'ai jamais eu besoin de faire un Notion en mode, ok, on est 24 devs full front sous Red Bull qui allons faire une application SPA à fond. Et du coup, voilà, j'avoue que j'étais un des premiers clients de The New Magic à l'époque où ça a été créé. Et voilà, j'ai jamais eu l'effet. J'ai plus eu de frustration avec toutes ces techno fronts pendant 4-5 ans. Euh, voilà, peut-être parce que je suis un vieux con et que, et que j'arrive pas à évoluer. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Et ce qui m'a frustré par contre, c'est la raison d'existence de Stimulus Component, c'est que comment faire les micro-interactions qui seront quoi qu'il arrive que côté front. Pour l'instant, Rails n'a pas de réponse à ça. Je sais pas si c'est prévu qu'il y en ait. Je pense pas, vu l'état de A et de Basecamp en ce moment. Enfin, vu leur approche. Du coup, Rails Stimulus Component existe pour reprendre ce qu'on avait avant avec jQuery, parce que jQuery UI et tout ce genre de choses répondait à ses besoins et on l'a pas actuellement. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais trop bien. Une petite question, parce qu'au final, je connais Hotwire, mais je ne l'ai jamais utilisé dans un projet. Est-ce qu'il y a, et j'ai fait du React et du Vue, par contre, est-ce qu'il y a aussi un peu dans le cycle de rendu entre les streams et les frames? Je ne sais pas exactement, mais est-ce que parfois il y a un peu des dérapages et tu as une espèce de boucle infinie, tu as un truc qui te re-render, est-ce que tu as un peu les mêmes problématiques que tu peux avoir dans le front? Comment répondre à ta question? En fait, il n'y a aucune intelligence dans Turbo, pour être très honnête. C'est-à-dire que c'est un web component qui va catcher tout ce qui se passe à l'intérieur. Bêtement, il fait un prevent default pour faire caricaturer. Il va prendre l'endpoint que tu as sélectionné. Il va faire la même chose en Ajax avec un fetch à la con. Donc, il y a le concept même de Turbo s'arrête là-dessus, s'arrête quasiment à ça, pour être très honnête. Il n'y a pas beaucoup plus d'intelligence. Et à partir de là, ça va faire un appel Ajax classique, ça va attendre une réponse. Dès que ça a la réponse, ça re-render la vue. Si la réponse contient la turboframe avec l'ID qui a été appelé, ça la remplace. Si ça ne la contient pas, il ne se passe rien, tu as juste une erreur dans la console. Donc c'est à toi en tant que dev de dire la turboframe qui appelle cet Ajax, fait en sorte que la réponse qui est générée avec cet appel contienne la même turboframe qui a été appelée. Et en gros, c'est la seule problématique que tu as. Après, toutes les problématiques de cycle de vie, tout ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Shadow DOM, il n'y a rien de tout ça en fait. Toutes les problématiques qu'on a de virtualisation du DOM dans surtout Vue.js et ce genre de choses, ou de double render, ou de problèmes de rendering nesté, ce genre de choses dans React, n'existent pas, et cette notion n'existe pas. C'est vraiment l'exact équivalent qu'on avait dans Rails.js de append after, je me souviens, insert HTML before, je me souviens plus du nom. On prend la réponse, on fait un tout texte et en avant. C'est vraiment le concept de base d'Hotwire, s'arrête à ça, et je pense qu'on peut faire une version simplifiée d'Hotwire qui tient en 20 lignes en fait.
Vraiment, c'est pas une usine à gaz et du coup, il n'y a pas ce genre de problématique. Il y en a d'autres, évidemment, c'est pas magique, mais pas celle-ci en tout cas. Enfin, je ne l'ai jamais eu. S'il y en a d'autres, peut-être dans la salle qui l'ont eu, mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment pas le concept. Quoi. J'ai eu des problématiques où on faisait des animations basées sur le temps, avec des paramètres, etc., pour de la respiration. Enfin, ouais. Et en fait, le moteur de rendu s'emballait et ça accélérait. Enfin, on comprenait rien, quoi, au final. Donc, merci pour ta réponse. Cool. Bah, du coup, si on a 2 secondes encore, je vais te montrer là, quand je passe ma souris, tu vois, sur une progress, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le instant click. Vous voyez qu'au moment où je vais cliquer, moi, ça va refaire un appel parce que j'ai attendu trop longtemps. Ma réponse, si je regarde ma réponse en RAW, vous voyez que là, moi, ce que j'ai fait côté back, bah, c'est rien. C'est exactement comme si j'avais pas de JavaScript. C'est comme si j'avais fait un commande R au moment de l'affichage de la page, où je l'avais ouvert dans un nouvel onglet. J'envoie tout, absolument tout. Par contre, ma réponse, il faut que je le trouve là, du coup, comme ça, ma réponse contient une turboframe. Et du coup, cette turboframe a le même ID que le lien qui était dans la turboframe. Et Turbo, magiquement, a enlevé tout ce qu'il y a au-dessus, enlevé tout ce qu'il y a au-dessus. Il a pris ça, il l'a remplacé là-dedans. Il a vraiment fait un remplacement du DOM, sans shadow DOM, sans rien. Il a juste remplacé brut de décoffrage. Et voilà, cette phrase s'arrête là. Mais du coup, c'est, je vois pas dans quel monde ça peut bugger avec. Je crois pas en tout cas. Et pareil pour les turbostreams, là, dès que quelqu'un clique, bah là, il y a un WebSocket qui doit être connecté là-haut. Il y a un WebSocket qui doit tourner quelque part. Et dès que quelqu'un fait une action, je le reçois dans ma réponse là. Et il va se passer quelque chose. Et bah, ça va juste pareil remplacer bêtement et méchamment la turboframe. Super, bah, Trop merci bien. beaucoup. Merci.